travaillé plusieurs années au MUCEM, donc le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, donc à Marseille, où il était responsable du pôle vie domestique. Un de ses champs d'expertise est l'égyptologie. Et il est commissaire d'une exposition qui va ouvrir le 22 juin prochain au MUCEM, Pharaon Superstar, une exposition qui raconte le destin posthume depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui des pharaons les plus célèbres comme Toutankhamon, Cléopâtre, Néfertiti ou Khéops, et qui montrera comment ces rois et reines d'Égypte sont devenus des icônes connues et reconnues jusqu'à aujourd'hui. Et si vous ratez l'exposition au MUCEM, eh bien, vous pourrez également la voir à Lisbonne, à la Fondation Gulbenkian, à partir du 24 novembre. Donc aujourd'hui, Frédéric nous propose une séance d'initiation aux hiéroglyphes. Vous savez peut-être que nous célébrons cette année le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. À cette occasion, donc, je vous invite à venir découvrir la Galerie Antiquité du Palais des Beaux-Arts, où une nouvelle présentation est justement consacrée aux hiéroglyphes. Frédéric, je vais te laisser la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit, comme vous le précisez, Juliette. Je les transmettrai donc à Frédéric au fur et à mesure. Frédéric, je te remercie bien chaleureusement et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Alice. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écouter. Et je vous remercie et je vous félicite pour votre courage parce qu'en fait, les hiéroglyphes égyptiens, sous leur ère sympathique et coloré, en fait, c'est un sujet assez ardu puisque il nous fait rentrer dans un univers qui nous est tout à fait étranger, qui nous paraît familier, mais qui est en fait assez étranger, celui de l'Égypte pharaonique, qui est une civilisation bien à part, avec ses propres codes. Et je m'excuse d'emblée parce qu'il va y avoir un certain nombre d'aspects techniques qui sont inévitables pour comprendre toutes les possibilités graphiques et formelles que permet cette écriture, dans laquelle l'image et la forme sont toujours étroitement imbriquées. Et au final, pour donner un résultat que je trouve assez épatant, et j'espère vous communiquer mon appréciation de cette écriture qui permet de rentrer vraiment dans l'esprit, la façon de penser des anciens Égyptiens. Comme l'a dit Alice, cette conférence ne sort pas de nulle part. Cette année, nous fêtons le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. En 1822, ce linguiste assez génial a publié la lettre à Monsieur Dacier, qui était le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dans laquelle il donne toutes les précisions sur sa façon de lire les hiéroglyphes et comment il a réussi à comprendre comment il fallait lire cette écriture que personne ne pouvait lire depuis le 5e siècle de notre ère. À partir du moment où l'Égypte, qui était une province romaine, à partir du moment où l'Empire est devenu chrétien, l'empereur est devenu chrétien et a interdit les cultes païens, l'utilisation des hiéroglyphes, qui est intimement liée à la religion égyptienne, a disparu et on a complètement perdu la clé, le manuel pour lire les hiéroglyphes. Champollion a réussi et grâce à lui, donc, on peut à nouveau comprendre cette écriture. Et quand la première chose qu'on constate, que tout le monde sait sur les hiéroglyphes, c'est que si vous savez dessiner, vous savez écrire. Et les plus lettrés d'entre vous auraient reconnu une citation d'Astérix et Cléopâtre dans laquelle le scribe explique ça. Et en fait, c'est assez juste, même si c'est une blague dans la BD. Les Égyptiens écrivent avec des images. Alors, il faut dire d'emblée qu'ils écrivent leurs textes sacrés avec des images. Les hiéroglyphes sont utilisés seulement dans les contextes religieux, c'est-à-dire les temples, les palais du pharaon
puisque le pharaon est un personnage dont le pouvoir est divin, et dans les tombes des rois et des particuliers. Donc tout le matériel funéraire et des plus riches est couvert de hiéroglyphes, et c'est souvent grâce à ça qu'on les connaît. Ici, un très bel exemple, l'un des plus beaux exemples, la tombe de la reine Néfertari, la grande épouse royale de Ramsès II. Et on voit tout de suite sur cette paroi des tas de ces petites images colorées, très détaillées. C'est un exemple très, très soigné de hiéroglyphe où vraiment chaque signe est une image, un dessin avec des couleurs, avec des détails, le détail des plumages des oiseaux. Et donc on peut identifier chaque image avec des serpents. Alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais il y a des serpents, on trouve des personnages, beaucoup d'oiseaux, des poussins de caille que vous revoyez à plusieurs reprises, qui est un hiéroglyphe qu'on va revoir également dans cette présentation, des chouettes, un vautour percnoptère pour être précis, des hirondelles. Voilà, et donc ça montre que ces hiéroglyphes sont en fait des éléments de l'univers, du paysage des Égyptiens, qu'ils isolent pour en faire en fait des signes, un peu comme des lettres de notre alphabet, mais qui a gardé ils ont gardé leur caractère d'image. Et voilà, c'est quelque chose qu'on sait sur les hiéroglyphes, ils écrivent avec des images, et on peut reconnaître un certain nombre de ces objets, notamment, donc là je parlais beaucoup des oiseaux, et notamment c'est lorsque dans la langue arabe, en Égypte, dans l'Égypte médiévale et moderne, à une époque où on ne parlait pas les hiéroglyphes, on ne savait pas les déchiffrer, les arabophones parlaient de Kalam al-Tahir, l'écriture des oiseaux. Donc on repère tout de suite ce type d'images, de petites images qui composent l'écriture. Il y a beaucoup de variations. Les Égyptiens peuvent dessiner leurs hiéroglyphes de façon très, très variée. Il y a énormément de variations, surtout sur 3000 ans, et puis d'un scribe à l'autre. Mais l'idée, c'était vraiment un système, c'est que ces signes puissent être reconnus d'un texte à l'autre. Donc il y a quand même des façons assez standardisées de les dessiner. Et de la tombe de Néfertari, on passe à cette stèle qui est beaucoup moins élaborée, qui se trouve dans les collections du Palais des Beaux-Arts, une stèle funéraire d'un administrateur de rang moyen, où là, les signes sont beaucoup moins bien dessinés, ils sont gravés dans le creux, mais on identifie quand même encore les oiseaux, les poussins de caille dont on parlait tout à l'heure, des personnages, les yeux. Voilà, l'idée, c'est quand même que ces signes puissent être reconnus sur tous les supports sur lesquels ils seront, même s'il y a des grandes variétés de détails. Et quand je vous disais donc, que ces hiéroglyphes couvrent notamment le matériel funéraire, on le voit sur cet autre exemple, qui est le sarcophage de la maîtresse de maison Ibet, qui se trouve au Palais des Beaux-Arts également, et qui est couvert de dessins et entouré de hiéroglyphes. Je vous le montre là parce que c'est l'objet qui va beaucoup soutenir ma présentation. J'ai essayé de prendre le plus d'exemples possible dans ce sarcophage, où là, les hiéroglyphes sont tout à fait identifiables, ils sont très bien dessinés, mais ils sont dessinés seulement en noir, en silhouette noire, et il n'y a pas le détail intérieur. Et ça, c'est une possibilité qu'ont les Égyptiens, évidemment, et c'est une pratique qui est très inspirée de l'écriture du quotidien, de l'écriture sur papyrus notamment, où là, les Égyptiens, les scribes s'embêtaient moins à dessiner les détails, au point que très vite, dans l'écriture, dans la pratique des hiéroglyphes, dans l'histoire égyptienne, on a vu apparaître ce qu'on appelle le hiératique, qui est une version cursive des hiéroglyphes, donc une version écrite au pinceau, sur papyrus ou sur des tessons de céramique ou des éclats de pierre, pour les textes du quotidien, pour la littérature, pour les contes, pour la magie, pour des listes en tout genre. Ils utilisent cette version donc des hiéroglyphes qui est tellement simplifiée et dans un geste rapide que les signes sont liés entre eux et puis extrêmement
extrêmement schématique. Et donc les scribes apprennent d'abord cette version de l'écriture, le hiératique, et parce que c'est celle qu'ils utilisent en fait dans leur métier au quotidien. Mais cette écriture hiératique, elle garde toujours ce lien avec le format graphique, le format imagé, figuré des hiéroglyphes dont elle dérive. Et ça se repère dans les textes en hiératique les plus soignés, les mieux écrits, comme ici ce papyrus qu'on appelle le papyrus Salier III, qui comporte le récit de la bataille de Kadesh, dans l'une des batailles menées par Ramsès II au XIIIe siècle avant notre ère. Et donc ça, c'est vraiment un texte littéraire, c'est un beau livre en quelque sorte pour un lettré. Et là, c'est en hiératique, donc c'est quand même des signes très cursifs, très liés entre eux et très schématiques, mais on reconnaît quand même quelques signes qui sont des images encore, on voit encore l'image d'origine. Et d'ailleurs, dans la marge, au sommet, on voit que le scribe a dessiné 3 fois une image de cheval. Le cheval est un animal qui est arrivé tard dans l'histoire égyptienne, dans le courant du 2e millénaire. Ça faisait déjà plus de 1000 ans que l'écriture égyptienne était déjà formalisée, était standardisée. Et donc, quand il a fallu écrire le mot cheval ou des mots liés à l'art équestre, ils ont intégré le signe du cheval. Mais c'est donc un signe qu'ils n'écrivent que vraiment très rarement. Et donc, les scribes ne sont pas habitués à le dessiner. Et c'est pourquoi, sans doute, le scribe, dans la marge, s'est entraîné ou en tout cas dessiner ce signe du cheval pour lequel il doit lever son pinceau, il doit interrompre son geste parce qu'il n'est pas habitué et donc il fait un effort. Et ce signe du cheval, on le retrouve là dans les cadres blancs, dans le corps du texte, et on le reconnaît tout à fait, même quand on ne lit pas le hiératique, on reconnaît quand même que là on a un cheval. Et ce qui est intéressant, c'est que en l'occurrence, le hiératique s'écrit toujours de droite à gauche, les signes devraient être tournés dans l'autre sens, mais là, le scribe, sans doute parce qu'il a dû faire un effort, les signes sont inversés. Ça, on reviendra tout à l'heure sur le sens de l'orientation des hiéroglyphes. Mais en tout cas, des exemples comme ça nous rappellent que les hiéroglyphes sont des images et qu'il faut savoir dessiner les hiéroglyphes. Il faut savoir s'y prendre. Ce n'est pas donné à la portée de tous les scribes. Les hiéroglyphes, c'est en effet tout un art. Je vous ai dit que tous les scribes apprennent le hiératique, mais pas tous apprennent à dessiner les hiéroglyphes. Il y a seulement une portion assez congrue qui se spécialise dans le dessin, et donc c'est-à-dire à la fois les dessins des scènes sur les parois des tombes et des temples, mais également les hiéroglyphes qui sont toujours mêlés à ces scènes-là, comme on va le voir. Et on a quelques objets assez amusants et émouvants aussi, qui nous permettent d'accéder à ce processus d'apprentissage du dessin des hiéroglyphes par les scribes, avec par exemple ici cet ostracone. Donc un ostracone, c'est un fragment de céramique ou de pierre que les Égyptiens utilisent comme support temporaire de texte ou d'image. Le papyrus coûte très cher, donc on utilise dans la vie quotidienne des éclats de calcaire ou des éclats de céramique. Ici, donc, un scribe a écrit les noms du roi Amenhotep Ier, et on se rend compte qu'il les a tracés d'une main assez sûre. On est habitué, nous, à des images faites par ordinateur et même à des hiéroglyphes faits par ordinateur. Mais si on regarde le cercle qui entoure les hiéroglyphes, on se rend bien compte qu'il y a un double cercle. Les lignes sont vraiment parallèles et ça, c'est réalisé avec un pinceau à main levée. Donc, ça montre quand même que le scribe qui a dessiné ça, qui a écrit ça, il maîtrise très bien son geste, il maîtrise son art. Au revers de ce même ostracone, on a ces mêmes noms du pharaon Amenhotep, mais clairement moins bien réalisés. On voit que les cercles ne sont pas droits, les signes sont... Le trait est beaucoup moins sûr, on voit là dans le bras, dans le cartouche de gauche, le scribe s'y est pris à plusieurs reprises. Il a interverti certains signes, voilà.
on se rend compte, donc on a certainement ici un exercice d'apprenti avec le modèle dessiné par le maître d'un côté, et sur l'autre face, l'apprenti devait reproduire de mémoire, ou bien peut-être en retournant l'ostracon, mais en tout cas, il devait essayer de reproduire le hiéroglyphe, et on voit que pour l'instant, il n'est pas encore au niveau de son maître. Que ces hiéroglyphes donc, sont véritablement des images et sont traités par les scribes comme des images de plein droit, et qu'il faut apprendre à les dessiner, il faut maîtriser cet art. On le voit par quelques autres dessins en Égypte et dans les collections des musées à travers le monde, notamment ce papyrus à gauche, qui est une pièce absolument exceptionnelle et très précieuse, parce qu'on a là quelques images d'animaux dessinées par un scribe également très expert sur un papyrus. Vous avez donc un lion, le reste d'un cobra dressé, et au registre inférieur, une antilope et un poussin de caille, ce fameux poussin de caille qui est un hiéroglyphe, et qui ne sert a priori que en hiéroglyphe. Il n'a pas une place dans la religion ou dans autre chose. Et on voit que ce hiéroglyphe du poussin est dessiné sur une grille qui permet donc de composer l'image selon les bonnes proportions de l'art égyptien, et qui permet ensuite de le retranscrire à une échelle plus grande sur une paroi de tombe, par exemple, ou de temple. Et donc là, on a sans doute affaire à un carnet de modèles pour Scribe, et qui montre bien le soin qui est apporté à ces images, qui sont aussi des signes de l'écriture. Et autre exemple à droite, avec ce tesson sur lequel un scribe a dessiné un ibis sur un étendard, donc ce tesson est aussi dans les collections du musée, et on voit bien, encore une fois, la maîtrise du dessin, qui est aussi une écriture, puisque cet ibis est à la fois l'image d'un ibis, mais aussi donc le hiéroglyphe du nom du dieu Thoth, un dieu représenté sous forme d'ibis la plupart du temps, et qui est le dieu patron des scribes et de l'écriture. C'est le dieu qui écrit. Et là, en 3-4 coups de pinceau, le scribe a dessiné un ibis, cet échassier qu'on reconnaît parfaitement, qui est bien proportionné, et il l'a fait à main levée. Comme ça montre encore sa grande habileté dans le dessin. Donc, c'est comme le disait le scribe dans Astérix, si vous savez dessiner, vous savez écrire, et en l'occurrence, c'est tout à fait le cas. Et si on prend une échelle un peu plus importante encore de hiéroglyphes et d'imbrication du dessin, de l'image et de l'écriture, on se rend compte dans la tombe du pharaon Horemheb à quel point la préparation des hiéroglyphes est tout un art et n'est pas laissée au hasard, en fait, dans les monuments les plus prestigieux, donc la tombe du roi, les temples, et plus on peut se payer les services de scribe à droit, et plus on a du temps pour faire le monument, plus les hiéroglyphes seront préparés en même temps que les dessins. Ici, donc, on a une paroi inachevée, ce qui est une aubaine pour les historiens de l'art, puisque vous voyez par exemple à gauche de l'image ce grand serpent dressé, et dans le bas, le corps du serpent et les hiéroglyphes qui l'entourent sont déjà sculptés, et ils remplacent les hiéroglyphes tracés en noir qui se trouvent encore dans le reste de la paroi, qui sont en fait le dessin préparatoire du travail du sculpteur qui va venir graver les reliefs. Et on voit donc dans la partie encore simplement dessinée que le scribe peintre a préparé cet alignement de figures qui sont des génies de l'au-delà. On voit qu'il a tracé une grille, comme on avait vu pour le poussin de caille, sur laquelle il vient aligner les têtes, aligner les épaules, aligner le bas des mains, aligner aussi le bas des pagnes. Donc voilà, il construit vraiment ces figures pour qu'elles soient toutes identiques. Ça, c'est quelque chose que l'art égyptien fait tout le temps. Et on voit que la place des hiéroglyphes, leur position et leur tracé est aussi très préparé. On devine, on voit même assez bien sous le trait noir encore des traits rouges qui nous rappellent donc qu'il y a d'abord un scribe qui positionne les images, que ce soit les figures comme le texte, et par la suite un autre scribe
où probablement le maître de l'atelier ou le maître de la section de cette décoration de la paroi vient confirmer le dessin en le précisant, en dessinant tous les détails que le sculpteur va devoir suivre ensuite quand il fera le relief. Et parfois, donc, le tracé en noir corrige la position du tracé rouge pour mieux agencer les hiéroglyphes, puisque lorsque les scribes écrivent ou dessinent une inscription, ils la placent dans un contexte, et ça on va y revenir, c'est très important. Elle est toujours dans un contexte et il faut la positionner pour remplir l'espace et rien n'est laissé au hasard. Donc les hiéroglyphes, c'est ça mon premier point sur lequel je vais insister, les hiéroglyphes sont un art graphique. Et cet art graphique, donc, il s'insère, il est toujours entouré, la plupart du temps, il est entouré d'images, et le texte et l'image qui l'accompagne vont ensemble. C'est pourquoi les Égyptiens ont tout de suite eu recours ont adopté un système d'écriture qui est très souple, et donc ces hiéroglyphes, c'est une question qui revient souvent, les hiéroglyphes peuvent s'écrire en ligne ou bien en colonne, comme on le voit sur ce panneau de sarcophage donc de la Dame Ibet, où il y a une ligne au sommet, mais le reste des hiéroglyphes donc, sont inscrits dans des colonnes. Et ça ne change pas du tout le sens du texte, c'est-à-dire la signification du texte, ça change seulement sa disposition et ça permet de créer des cadres, un contexte aux images. À l'intérieur de chaque inscription, les signes sont tous orientés dans le même sens, théoriquement. Et pour comprendre dans quel sens les hiéroglyphes sont tournés, il faut regarder les êtres animés qui indiquent le sens de lecture. Et donc, la plupart du temps, et par défaut, lorsqu'il n'y a pas de contrainte particulière, les Égyptiens écrivent de droite à gauche, comme l'arabe, par exemple, mais ils peuvent également écrire leur ligne, leur texte, de gauche à droite. Et donc, pour savoir dans quel sens où il faut commencer, est-ce que je commence à lire par la gauche ou est-ce que je commence à écrire par la droite, à lire aussi, il faut regarder donc les êtres animés. Si on prend cet exemple ici, on a une tête de canard et une tête de bœuf qui sont tournées vers notre droite. Un peu plus loin, on a un bras plié qui tient un pain triangulaire au-dessus d'une vipère à cornes, qui est une vipère qui existe, qui est un serpent qui existe en Égypte et qui est très venimeux. Ils sont tournés vers la droite également, comme ces deux bras qui tiennent un sceptre ou cette tête vue de profil. Donc tous les signes sont tournés vers la droite et le sens de lecture doit donc venir à leur rencontre et donc se fait de droite à gauche. Ça, c'est le sens le plus commun, par défaut, en quelque sorte. Si on prend cette autre ligne qui se trouve sur le couvercle du sarcophage, on reconnaît ici notre bras plié tenant un pain triangulaire qui est tourné vers la droite. Mais juste à côté, on reconnaît il est tourné vers la gauche, encore une vipère à cornes qui est tournée vers la gauche, et un bras plié tourné dans le même sens. Ça veut dire que là, la majorité des signes est tournée vers la gauche, donc le sens de lecture sera de gauche à droite. Et parfois, donc, on voit un signe est tourné dans le mauvais sens, et alors là, la plupart du temps, on n'a pas d'explication pour cette différence. Cette orientation des signes, elle n'est pas laissée au hasard, comme je l'ai déjà dit, et c'est le contexte l'endroit où est écrit le texte qui va décider. Ici, on est à la tête, sur le panneau de tête du sarcophage, donc le petit côté du rectangle, et on a au centre cette image d'une déesse pleureuse, qui est elle tournée vers la droite, comme les hiéroglyphes par défaut, et elle est encadrée par deux colonnes de texte, où l'on reconnaît au sommet, au début de la colonne, vous reconnaissez les mêmes signes, mais orientés de façon symétrique. Et ça, la symétrie, c'est quelque chose que les Égyptiens adorent, qui est très important dans leur composition de leur décor. Et lorsqu'ils encadrent donc une image comme celle-ci, ils tournent les hiéroglyphes pour former des inscriptions globalement symétriques. Même si la suite de l'inscription n'est pas la même, on voit que ces signes-là, verticaux, que vous voyez plusieurs fois, qui représentent la fleur du roseau, eh bien, ils sont tournés
vers l'intérieur d'un côté ou de l'autre. La symétrie joue beaucoup donc, lorsque les Égyptiens influent beaucoup donc, sur l'orientation des signes, mais également les scènes figurées que les hiéroglyphes entourent, puisque la plupart du temps, lorsqu'on a ce genre de stèles que vous voyez, et ça, il en existe des milliers dans les collections égyptiennes, ce genre de scène, on a donc un défunt ici assis avec sa mère face à son épouse. Le bas de la stèle comprend le texte, la formule d'offrande funéraire classique, où les hiéroglyphes sont tournés vers la droite, et donc il faut les lire de droite à gauche, ce qu'indique la flèche jaune. Et ça, donc, c'est le sens commun. La plupart du temps, quand on a une scène, il y a des légendes, donc une inscription autour des personnages qui indique soit leur identité, soit ce qu'ils sont en train de dire, comme dans une bande dessinée. Ici, donc, on a le personnage à qui est dédiée cette stèle, pour qui cette stèle a été faite, le soldat Téti. Il est représenté ici avec sa mère, ils sont tous les deux tournés vers la droite. Et donc, les hiéroglyphes qui donnent leur nom sont également tournés vers la droite, et donc il faut les lire en partant de la droite. En face d'eux se trouve l'épouse de Téti, Hénout. Elle est tournée, donc elle, vers la gauche, et donc, naturellement, les hiéroglyphes qui précisent qui elle est, qui disent son épouse Hénout, sont tournés vers la droite, comme l'image qu'ils expliquent, et donc il faut les lire dans l'autre sens. Et ça, c'est un système quasi infaillible pour tous les hiéroglyphes, et ça, vous pourrez le reconnaître sur tous les monuments égyptiens. Donc, c'est le contexte qui dit dans quel sens il faut tourner les hiéroglyphes, mais c'est le goût des Égyptiens pour l'harmonie de leur composition qui va décider de l'ordre dans lequel ils sont écrits et comment ils les rassemblent. Ici, je vous donne un exemple, encore tiré du sarcophage de Dodamibet, une expression très fréquente sur les monuments funéraires des particuliers, qui veut dire dans toute chose bonne et pure, qui est l'espoir, enfin, qui s'insère dans une formule dans laquelle le défunt dit qu'il voudrait bénéficier de toute chose bonne et pure dans l'au-delà. Et on se rend compte que donc là, il y a plein de signes qui sont mis côte à côte ou superposés à l'intérieur de deux bandes, de deux lignes qui marquent la limite, donc le cadre dans lequel s'insère cette inscription. Et on se rend compte que les hiéroglyphes sont tous rassemblés pour rentrer dans ce que les égyptologues ont appelé des quadras ou des demi-quadras. Les quadras, ce sont des carrés imaginaires, virtuels, qui ont peut-être existé dans l'étape préparatoire du dessin des hiéroglyphes, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vraiment un schéma dans lequel les scribes font rentrer les hiéroglyphes, quitte à les superposer, pour qu'ils puissent rentrer dans ces carrés, ces unités qui sont donc les quadras. Et lorsqu'ils ont affaire à un hiéroglyphe mince et vertical, en général, il tient dans l'espace que représente un demi-quadrat. Alors, c'est rarement géométriquement précis, c'est plus une grille pour guider le scribe, une grille imaginaire encore une fois, mais ça marche assez bien. Là, on voit que cette jambe-là du mot pur est un peu plus large que ce signe-là, mais globalement, on a des alternances de quadras et de demi-quadras. Et à l'intérieur même donc, de ces carreaux, les signes sont disposés pour remplir tout l'espace des moitiés et des quarts de quadras. Donc ça se vérifie sur des tas en fait, sur toutes les inscriptions qui sont bien préparées par les scribes, où chaque cadra rassemble des hiéroglyphes, des groupes de hiéroglyphes qui ont globalement du sens et en tout cas qui permettent donc de bien organiser la composition, le dessin en fait. Encore une fois, c'est une écriture, mais c'est également un dessin. Ici, si on prend la fin de l'inscription, qui est sur l'une des inscriptions qui est sur le sarcophage, le défunt dit qu'il veut bénéficier de tout ce que donne le ciel pour la force vitale de
Donc la défunte, la maîtresse de maison, Ibet, qui est déclarée juste devant le tribunal du dieu Osiris. Et là, encore une fois, on se rend compte qu'on a que les hiéroglyphes sont rassemblés dans des carrés, des groupes qui forment plutôt des carrés cohérents et denses. Vraiment, il n'y a pas d'espace laissé vide. On va y revenir aussi. Et ce que montre aussi cette diapositive, c'est que les mots ne sont pas séparés dans l'écriture hiéroglyphique. Il n'y a pas d'espace laissé entre les mots, ce qui ne facilite pas la lecture quand on déchiffre. Et en même temps, c'est nécessaire pour garder justement cette harmonie de la composition où tout remplit la bande réservée aux hiéroglyphes. Quelque chose qu'on peut remarquer aussi sur ce petit morceau du sarcophage de la Dame Ibet, c'est que c'est encore une fois l'effort de composition qui est fait par le scribe, sa préparation des hiéroglyphes pour que tout rentre harmonieusement dans la ligne qui est à sa disposition, puisque le sarcophage a une longueur déterminée et le scribe doit écrire la formule dans la longueur qu'il a à sa disposition. Et donc, à partir de là, il s'arrange pour faire rentrer les hiéroglyphes harmonieusement et rentrer tous les hiéroglyphes dont il a besoin pour que l'inscription ait un sens. Et ici, on voit sous le groupe La maîtresse de maison, ce hiéroglyphe qui est d'habitude, qu'on voit en bas à gauche, qui est d'habitude vertical, qui est la fleur de roseau dont on parlait tout à l'heure. Ici, il est couché, ce qui n'arrive jamais dans l'écriture hiéroglyphique. Ce n'est pas un hiéroglyphe, la fleur de roseau couché. Vraisemblablement, le scribe a mal préparé sa composition. Si je vous montre ici la même expression qui se trouve ailleurs sur le sarcophage, on a le même groupe de hiéroglyphes, la maîtresse de maison, donc on va revoir avec ce signe semi-circulaire, le plan de la maison, et la fleur de roseau qui là est verticale avant la suite de l'inscription. Donc ça veut dire que dans le premier exemple, là du haut, le scribe a dû se rendre compte à un moment qu'il n'aurait pas la place de placer la fleur de roseau verticale, et donc il l'a glissée là où il a pu en ramassant les signes qui précèdent dans son cadran. Parce que voilà, les hiéroglyphes doivent remplir tout l'espace disponible, comme je vous le disais, sur la surface qui est préparée pour recevoir l'inscription, parce que les Égyptiens ont horreur du vide. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent dans beaucoup d'art formes d'art à travers le monde. Et c'est très, très visible chez les Égyptiens. Lorsqu'ils représentent une scène, ils utilisent l'espace laissé vide pour y placer les hiéroglyphes, donc les légendes. Ici, donc entre le vice-roi de Nubie et la déesse Cobra à laquelle il fait des offrandes, on a placé la légende qui identifie la déesse en question et qui donne le nom et les titres du vice-roi. Et dans l'espace laissé derrière le capuchon du cobra, entre les anneaux du serpent et le capuchon ouvert du cobra irrité, c'est toujours dans la façon dont les Égyptiens dessinent les cobras, il y a toujours un espace vide à cet endroit. Et là, on y a glissé le nom du roi Ramsès II, qui est le patron immédiat du vice-roi de Nubie. Et donc vraiment, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espace laissé au hasard, laissé vide. Et donc ça c'est quelque chose que les Égyptiens, auquel les Égyptiens tiennent dans la composition d'une scène, mais également dans la composition de leurs inscriptions en hiéroglyphes. Et si on reprend encore le même morceau, qui est tout à fait parlant, sur le sarcophage de la Dame Ibet, on voit ici, dans le cadre blanc, que ce petit signe rond, le scribe l'a glissé sous la fleur de roseau. Il devrait, là en fait, il commence un autre mot même, mais pour ne pas perdre de l'espace, pour ne pas laisser un espace vide entre les fleurs, et pour pouvoir rentrer toute son inscription, il glisse, il fait rentrer un peu au chausse-pied ce petit signe circulaire. C'est la même chose en dessous avec le signe de l'étoile, où on voit que les branches de l'étoile descendent dans le creux laissé entre le coude et le pin triangulaire que tient le signe du bras ici. On ramasse pour ne pas perdre de l'espace.
Et c'est la même chose en haut à droite, où on a rentré ce petit signe semi-circulaire qui exprime le son T entre les deux bras. Et là, ça atteint aussi donc, nos limites d'occidentaux en français en tout cas, où on est très attaché à l'orthographe. Il n'y a pas d'orthographe en égyptien. Ici, le T devrait être après les deux bras, donc entre ce groupement-là et le groupe qui suit. Mais ça fait perdre de la place, il y aurait beaucoup de vide, et donc le scribe, au lieu de le mettre après, dans l'ordre dans lequel les signes doivent être prononcés, il l'a glissé avant, sans que ça change le sens du nom, mais juste ça fait gagner de la place. Ça se voit aussi dans l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure sur la paroi inachevée de la tombe de Remeb, où on voit que la première idée était d'écrire ici le nom du dieu Ré, ou bien le mot soleil, mais c'est probablement ici le nom du dieu Ré, puisque Ré est le dieu du soleil. Et on l'avait écrit comme ceci, une version un peu développée, avec la bouche de face, un bras et l'image du dieu. On la devine ici. Et seulement cette version, ça prend plus de place que l'autre version du mot, qui est exactement le même mot, mais écrit différemment. Donc les Égyptiens ont plusieurs possibilités pour écrire les mêmes mots, les mêmes sons, et ils choisissent celle qui leur sera le plus utile pour, notamment, pour remplir tout l'espace. Et donc là, vous êtes déjà un peu perplexe parce que je suis en train de vous dire qu'ils peuvent écrire le même mot avec de différentes façons, et ils le peuvent avec justement toutes les possibilités qu'offrent les signes hiéroglyphiques, qui sont, après tout, des signes qui doivent écrire une langue. Là, on a vu, c'est bien beau, comment ils dessinent, comment ils composent leurs inscriptions. J'ai bien insisté sur le fait que ce sont donc des images et des lettres à la fois, mais ce sont donc aussi donc, des lettres. On ne parle pas de lettres pour les hiéroglyphes, à vrai dire, mais c'est l'équivalent de nos lettres de notre alphabet, c'est-à-dire qu'ils retranscrivent pour la plupart des sons. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, avec une première difficulté, c'est que les voyelles en égyptien ne sont pas écrites. Ce qui équivaut pour nous à avoir un mot qui s'écrirait avec PTT, et à nous de reconstituer à la lecture les voyelles intercalaires. Et on se rend vite compte d'une des difficultés, c'est que ça pourrait vouloir dire patate, mais également petite, ou bien il pâtit de la situation, par exemple. Donc ça, c'est l'une des difficultés. Ils n'écrivent pas les voyelles comme en hébreu ou en arabe, notamment. Sauf les voyelles dites fortes ou semi-consonnes. Donc ça, c'est des concepts linguistiques qui sont un peu complexes, mais il y a certaines voyelles qu'ils écrivent, que nous retranscrivons comme des voyelles, mais qui sont probablement plus proches des consonnes ou des voyelles utilisées comme des consonnes. Si je prends l'exemple du I ou du double I, qu'on retranscrit en Y, c'est comme notre I dans Marion ou dans yoga. C'est à la fois une voyelle, mais qui a un peu un rôle de liant avec d'autres voyelles qui, elles, ne seraient pas écrites en égyptien. Donc déjà, c'est une des difficultés. Ensuite, la vraie difficulté que Champollion a surmontée, et c'est là son génie, c'est là qu'il a eu le déclic, il y a plusieurs types de signes. Les mêmes, sans que les Égyptiens, évidemment, les aient distingués d'une façon ou d'une autre. Il y a d'abord des signes qui signifient ce qu'ils représentent, c'est-à-dire, enfin, c'est ce qu'on appelle des idéogrammes. L'exemple le plus simple ici, c'est lorsqu'il dessine le plan d'une maison, le plan type simplifié d'une maison, 4 murs et une porte. Eh bien, lorsqu'il dessine ça, ça peut vouloir dire la maison ou une maison, ce qui en égyptien se dit père. Donc ça, a priori, c'est assez simple et il y a beaucoup de... théoriquement, n'importe quel mot peut être écrit avec son image et un Égyptien pourrait le comprendre. Il y a un deuxième type de signes, ce sont les signes qui ont une valeur phonétique, qu'on appelle les phonogrammes, et qui sont là, pour le coup, exactement comme nos lettres de l'alphabet, qui sont là pour reproduire des sons, inscrire sur un support des sons que l'on va pouvoir lire comme dans un rébus. Donc il y a des signes qui retranscrivent un son, comme
ce petit demi-cercle qu'on a vu qui reproduit le te. Mais il y a aussi, et donc ça c'est comme l'alphabet que nous utilisons, mais là où ça se distingue, c'est qu'il y a des signes qui reproduisent deux sons successifs, comme ce signe-là qui représente une corbeille vue de profil, qui retranscrit le son ne et be, donc que l'on lit neb, on intercale nous une voyelle un et pour pouvoir le lire, parce que sinon c'est imprononçable. Mais il y a également donc des signes qui retranscrivent trois sons, comme l'étoile qui peut écrire les sons de, we et a, que l'on lit nous, doit, parce que c'est plus facile. Mais il y a, donc c'est déjà assez compliqué à se mettre en tête, ce qui explique l'énorme quantité de hiéroglyphes qui existent en fait dans l'écriture hiéroglyphique. On passe de 700 signes dans la version classique des hiéroglyphes dans le courant du deuxième millénaire avant notre ère, à plusieurs milliers au fil du temps qui s'accumulent, parce qu'en fait, ils peuvent écrire des tas de sons rien qu'avec un seul signe. Et en plus, ils rajoutent des pièges que Champollion a su déjouer. Par exemple, ici, on a ce groupe de signes qui écrit le nom du dieu de la lumière, le dieu Chou, avec la plume une plume d'autruche qui est à droite, qui écrit le son Chou. Derrière, on a le poussin de caille qui retranscrit le son ou. Donc on pourrait, notre premier réflexe ce serait de lire chou ou, une espèce de chou prolongé, mais en fait, les Égyptiens ont pour habitude de rajouter un complément phonétique aux signes qui retranscrivent plusieurs sons. Donc par exemple, ici, on a, dans cet exemple, on a chou qui retranscrit le che et le ou. Il rajoute le poussin de caille derrière pour confirmer la lecture des deux sons. Il ne faut pas lire chou ou, mais chou. Donc, voilà pour vous donner une idée un peu de la complexité et des pièges qui se trouvent dans l'écriture hiéroglyphique. Mais on s'en sort, et ce qui est très intéressant et assez compliqué aussi, c'est que donc, les Égyptiens utilisent côte à côte des signes qui ont ces différents usages. Là, je reprends cet exemple avec ce signe neb qu'on vient de voir, qui retranscrit deux sons, ce signe T qui retranscrit un son, donc ça donne nebet, ça veut dire la maîtresse, et puis juste après, ils écrivent donc le signe de la maison, et là, c'est pour le mot maison. Donc on a nebet père, maîtresse de maison, qui est donc le titre porté par la plupart des dames de la haute société en Égypte, que l'on retrouve sur de nombreux monuments qui représentent des femmes. C'est donc cette alternance de signes qui retranscrivent des sons et des signes qui sont donc des idéogrammes qui signifient ce qu'ils représentent. Mais il y a une troisième catégorie de signes, et c'est là la vraie difficulté. Oui, pardon. Alice, tu avais une... Je t'entends pas, Alice. Pardon. Je me permets de t'interrompre, Frédéric. Il y a une question. Oui. Il y a eu quelques questions, mais il me semble que tu y as toutes répondu au fil de ton exposé. Une question concernant les différences d'écriture. Est-ce qu'il y a des différences d'écriture et donc d'interprétation d'une dynastie à l'autre? Non, ce système-là, il est cohérent tout le long de la civilisation pharaonique, donc pendant près de 3000 ans, plus de 3000 ans. Seulement vers la fin de la civilisation pharaonique proprement dite, à l'époque où l'Égypte est un royaume grec, puis surtout lorsque l'Égypte est une province romaine, l'écriture des hiéroglyphes est vraiment cantonnée dans les temples et utilisée par les prêtres qui, du coup, utilisent les hiéroglyphes comme un peu sur un outil identitaire de leur culture égyptienne traditionnelle. Et là, ils cassent un peu les codes en utilisant certains signes pour des valeurs pour lesquelles ils n'étaient pas utilisés jusque-là. Et il y a toujours une logique derrière, mais il faut essayer de la trouver. Mais globalement, c'est très cohérent tout le long de toute la civilisation. D'accord. Et juste une dernière question. Quelqu'un demande concernant les cartouches Oui, qui étaient utilisées donc, pour les noms des rois et des reines. Est-ce que oui. c'est toujours le cas?
Oh oui, j'y viens juste après aux OK, cartouches. très Donc, bien, je répondrai à ce moment-là. très bien. OK, merci Frédéric. Justement, les cartouches, on va y venir avec ce troisième type de signes. Donc, on a les signes qui retranscrivent des sons, les signes qui retranscrivent ce qu'ils représentent, et il y a les signes qu'on appelle les déterminatifs, qui ne sont pas prononcés à la lecture, un peu comme notre E muet à la fin de certains mots en français, mais qui donnent des informations sur le mot à la fin duquel ils sont, puisqu'ils sont toujours écrits à la fin du mot. Je prends tout de suite cet exemple, ici, de ce groupe de signes qu'on a déjà aperçu tout à l'heure, où on a le peu et le te, donc on lit pète, et le troisième signe ne se prononce pas, on le remarque, mais on ne le prononce pas. Ça représente la voûte céleste, très schématisée, telle que les Égyptiens la représentent. Ça indique donc qu'on a affaire à un mot qui est lié à la voûte céleste. En l'occurrence, pète, ça veut dire le ciel. Ce signe de la voûte céleste, on le retrouve à la fin d'autres mots qui ont trait au ciel, comme nuit, firmament, ou bien l'adjectif élevé, qui, qui est l'idée d'élévation, de hauteur, est indiquée par la voûte céleste. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure avec PTT, ça, le rôle de ces déterminatifs, c'est de donner une précision donc, sur le mot à la fin duquel ils sont. Donc on se retrouvait bien embêté avec notre PTT, comme avec PET ici, si on n'avait pas le signe du ciel, c'est trop bref, et comme on n'a pas les voyelles intercalaires, à la lecture, on ne peut pas deviner de quel mot on parle. Nous, avec notre exemple de PTT, si on voulait dire patate, on aurait ajouté à la fin un dessin, un déterminatif d'un végétal, par exemple, pour dire, là je parle d'un végétal, c'est donc la patate. Si je voulais écrire le mot petite avec, sans les voyelles, j'aurais pu rajouter, par exemple, une fourmi qui véhicule l'idée de petitesse, de petite taille. Et pour Patty, par exemple, un personnage qui a l'air de souffrir. Donc l'idée du déterminatif, c'est de vraiment classer le mot dans l'univers, dans les différentes catégories de l'univers, et de donner des précisions parce que donc il n'y a pas de voyelles intercalaires. Un autre exemple ici, c'est que si on change le déterminatif d'un même mot, on change son sens pour le coup. Et ici, je vous prends l'exemple de Wabet, qui veut dire pur, qui est l'adjectif pur. Ici, c'est le premier groupe de signes, donc ce lit Wabet. Le troisième groupe, là, le deuxième groupe, pardon, les trois vaguelettes, les trois filets d'eau, donc c'est l'image même de l'eau en Égypte. Donc ça veut dire que c'est un mot qui est lié à l'eau, à ses propriétés, et ça veut dire donc, en l'occurrence, ça veut dire pur, puisque ça fait référence aux propriétés purificatrices de l'eau. Le même mot, alors sans le te, parce que le te c'est la marque du féminin, mais ici si j'écris ce mot avec un personnage accroupi derrière, j'indique que je parle d'un être humain, donc je classe le mot web dans la catégorie un être humain, et en l'occurrence ça désigne le prêtre purifié. C'est l'une des catégories de prêtres en Égypte. Donc toujours cette notion de pur, mais si j'ajoute le déterminatif de l'homme, ça veut dire que je parle d'un être humain, d'un personnage. Et si j'écris Wabet, mais cette fois avec le signe de la maison, ça veut dire qu'on a affaire à un bâtiment, à un espace clos. Et donc, en l'occurrence, Wabet avec le signe de la maison à la fin, ça désigne la salle de purification dans un temple. Donc, une grande souplesse de ce système où l'image, l'identification de l'image est extrêmement importante pour le sens. Et donc là aussi, vous vous rendez compte avec cet exemple de Wabet, c'est que certains signes sont tantôt des images de ce qu'ils représentent, comme dans le mot maison. Ils peuvent être utilisés pour leur valeur phonétique, en l'occurrence père, c'est le cas, et aussi comme déterminatifs. Ici, donc je prends juste cet exemple et je vais passer vite parce que le temps passe, mais sur cette inscription portée sur la statue d'un intendant de la maison du dieu Amon et qui est également directeur du grenier, vous aviez ici son titre de intendant de la maison,
où là, le signe de la maison est utilisé comme un idéogramme, donc ça représente la maison. Dans le corps du texte, on retrouve ailleurs ce signe de la maison, mais ici, il est utilisé pour sa valeur phonétique, puisque la maison se dit père. Les Égyptiens utilisent l'image de la maison pour reproduire le son père, comme dans un rébus, mais on le retrouve également comme déterminatif ici, dans le mot grenier. Donc le grenier, la réserve à grains, c'est un bâtiment. À la fin du mot grenier, ils ajoutent cette petite maison qui ne se prononce pas, mais qui signifie qu'on est en train de parler d'un bâtiment. Et ça, c'est ça le génie de Champollion, le déclic qu'il a eu, c'est de comprendre qu'il y a des mots qui peuvent servir dans ces trois catégories. Et donc, puisqu'on parlait des déterminatifs, il y a effectivement un déterminatif bien particulier qui est le cartouche, donc, dans lequel s'écrit le nom des rois, des reines et à certaines époques des princesses. Le cartouche, c'est donc ce cercle-là qu'on a vu tout à l'heure, qui est un cercle allongé, qui est l'image d'une cordelette nouée et qui symbolise tout ce qu'entoure la course du soleil. Et ça symbolise en fait le pouvoir du pharaon sur tout ce qu'entoure la course du soleil, c'est-à-dire donc sur le monde entier. Et donc c'est à l'intérieur de ce signe-là, qui est un hiéroglyphe en lui-même, que l'on écrit le nom des pharaons, et donc qui distingue le nom des pharaons du nom des dieux et des noms des particuliers. Ce qui fait que lorsque vous êtes face à une image égyptienne avec plusieurs personnages, si vous remarquez qu'il y en a un qui a son nom à côté de lui inscrit dans un cartouche, vous êtes sûr que c'est un pharaon. Ici, on a affaire au pharaon Amenhotep Ier, dont on a vu les cartouches tout à l'heure, avec deux autres divinités. Leurs noms sont écrits en dehors de cartouches, mais Amenhotep, lui, vous pouvez le reconnaître comme un roi tout de suite parce que son nom est inscrit dans un cartouche. De même, à l'intérieur d'un texte plein d'hiéroglyphes qu'on ne sait pas lire forcément, au moins on peut se raccrocher à ces cartouches comme à des bouées de sauvetage pour identifier tout de suite qu'on va nous parler de Pharaon. Même si je n'ai aucune idée de quoi parle ce texte, je sais qu'il est question de Pharaon, de roi d'Égypte, parce que, voilà, là je sais qu'il y a des cartouches, en l'occurrence les cartouches des rois Khéops, Khéphren et Djedefre. Cette bouée de sauvetage, en quelque sorte, ce cartouche qui a permis à Champollion de s'agripper au texte égyptien, parce qu'on savait depuis longtemps quand même que les cartouches marquées contenaient le nom des rois, justement parce que lorsqu'on a une image d'un roi, il y a généralement un nom dans un cartouche à côté, donc ça on avait bien compris bien avant Champollion, mais grâce à la pierre de Rosette, Champollion a pu faire des correspondances avec des langues qu'il maîtrisait. La pierre de Rosette, c'est donc ce décret de Ptolémée V, un roi dont la famille est d'origine grecque, à une époque où le grec est la langue de l'administration égyptienne. Et donc ce décret est écrit et traduit en égyptien et en grec, et il est écrit en hiéroglyphe en haut, en démotique, qui est une autre version cursive de l'égyptien, et en grec. Et comme Champollion maîtrisait parfaitement le grec, il a pu identifier le nom de Ptolémée dans le texte grec, évidemment, et il savait que dans le cartouche se trouvait forcément, il devait y lire Ptolémée, et à partir de là, il a pu faire des correspondances entre les caractères grecs et les caractères égyptiens. Voilà, et donc c'est ça le point de départ de toute notre connaissance sur les hiéroglyphes, c'est grâce au cartouche, qui est donc un déterminatif particulier, avec, encore une fois, cette aptitude à jouer des signes, puisque le cartouche est une image, est un hiéroglyphe, et on utilise sa capacité plastique, donc à s'étendre, pour pouvoir mettre d'autres signes à l'intérieur. Et ça, je voudrais terminer là-dessus, cette capacité d'écrire avec des images permet aux Égyptiens beaucoup de compositions qui transcrivent des idées, des choses assez abstraites, avec des images très concrètes, puisqu'ils intègrent complètement leurs mots à leurs images. Avec cet exemple-là, ici un fragment de relief qui se trouve au Louvre, où le pharaon Ramsès II est avec le dieu Horus, et le dieu Horus tient entre ses doigts un hiéroglyphe qui est assez connu, qui est le hiéroglyphe Ankh, et qui écrit le mot vie, et il le tend donc à la narine de Ramsès.
Et donc, c'est une façon de représenter quelque chose de tout à fait abstrait, tout à fait conceptuel. Le dieu Horus donne la vie, vraiment, littéralement, à Ramsès, en lui donnant le mot « vie », alors que voilà, c'est une image dont les Égyptiens avaient vraisemblablement oublié ce qu'elle représentait, mais elle est parfaitement intégrée à une image plus large. Et enfin, dernier exemple qui va me faire la pirouette depuis le début, ce scarabée de cœur qui se trouve également au Palais des Beaux-Arts. C'est une grosse amulette que les scarabées de cœur sont des grosses amulettes qui représentent donc le scarabée, que l'on plaçait à la place du cœur des momies. Donc soit on enlevait le cœur de la momie et dans la cage thoracique on plaçait cette grosse amulette, soit par-dessus les bandes, à l'intérieur, entre les bandelettes, à l'emplacement du cœur sur la poitrine, on plaçait ce scarabée sur lequel, au revers, là, j'aurais dû vous mettre l'autre photo, je suis désolé, se trouve une formule funéraire dans laquelle le défunt implore son cœur de ne pas témoigner contre lui dans le tribunal du dieu Osiris qui doit déterminer si le défunt entre au paradis. Donc l'amulette de cœur, c'est quelque chose de très personnel, de très individuel, puisque le défunt s'adresse à son propre cœur également sur l'inscription. Sur cet exemplaire-là, vous avez sur les élytres du scarabée, vous avez cette image, encore une fois, symétrique. Les Égyptiens adorent la symétrie, que je vous reproduis ici en hiéroglyphes plus standardisés, puisqu'il s'agit à la fois d'images et de hiéroglyphes. C'est deux fois donc l'image d'un héron avec un petit pot d'où sort une flamme. Donc c'est une cassolette à encens, une flamme ou de la fumée. Et cette image du héron, c'est une image du dieu solaire en Égypte, le dieu solaire qui apparaît au commencement du monde et qui va lui-même lancer du coup la création du monde. Et donc c'est une image de renouvellement, puisque le dieu solaire revient à la vie tous les jours, que l'on retrouve très fréquemment dans l'art funéraire, puisque l'idée de l'Égyptien, c'est qu'il veut revenir à la vie comme le soleil revient à la vie tous les jours. Donc on pourrait se dire que là, l'artisan, l'artiste a dessiné cette image du héron pour évoquer le dieu solaire qui revient à la vie. Mais il y a cette petite cassolette d'encens devant lui qui n'est pas, c'est quelque chose de pas très courant. Or, il se trouve qu'à la même époque, les Égyptiens utilisent cette cassolette d'encens et un autre échassier pour écrire le mot Ba. Et plus tard, donc justement dans les derniers siècles de la civilisation égyptienne, c'est carrément l'image du héron avec la cassolette d'encens qui écrit le mot Ba. Le mot Ba, désigne cette parcelle de l'âme de tout être vivant qui est mobile dans la pensée religieuse égyptienne. Et elle est représentée souvent comme un oiseau avec une tête humaine, avec la tête du défunt en particulier, puisque le Ba est l'âme du défunt qui revient dans la momie sur Terre pour recevoir les offrandes et s'alimenter. Et donc c'est aussi quelque chose de très individuel. Le Ba, chacun a son propre Ba, et il est représenté avec les propres traits de l'individu. Et donc, à mon avis, l'artiste a aussi autant dessiné un symbole solaire de renouveau et de renouvellement qu'il a écrit le signe Ba. Au même moment, à la même période, on a aussi des scarabées de cœur avec la tête de l'individu à la place de la tête du scarabée, comme le Ba, l'oiseau Ba avec la tête du défunt. Ici, c'est un autre exemple de scarabée qui provient de la même nécropole que celui qui précède. Et donc, ça me conforte dans l'idée que ce n'est pas anodin, cette retranscription du Ba, du mot Ba, du mot âme individuelle, sur le scarabée de cœur. Et j'en termine avec cette image et ce mot Ba, qui a suscité un petit peu le titre de cette conférence, le B.A.B.A. des hiéroglyphes, en préparant un support de visite que vous pourrez découvrir dans la galerie des Antiquités au Palais des Beaux-Arts avec ma collègue Céline Chevalier. On a trouvé cette idée-là qu'en fait, les Égyptiens, pour écrire B.A.B.A., on voit là la différence de nos deux systèmes d'écriture, c'est que nous, B.A.B.A., c'est B plus A, ça fait Ba. En hiéroglyphe, ils écrivent des signes différents pour écrire B, A et Ba. Ce
qui vous montre donc la complexité et en même temps, j'espère, vous avez vu toutes les possibilités graphiques et symboliques et sémantiques des hiéroglyphes. Et maintenant, je réponds à vos questions, si vous êtes tous encore là, volontiers même. Merci beaucoup, Frédéric. C'était riche et passionnant. Effectivement, il y a quelques questions. Je n'ai pas voulu t'interrompre pendant ta présentation. Alors, une question sur le mot ciel qui désigne Dieu. Est-ce que le mot ciel est indicible? Je ne suis pas sûre de bien saisir exactement la question, mais... Non, il n'y a pas de... À ma connaissance, il n'y a pas de mot indicible, il n'y a pas de mot tabou en Égypte, il n'y a pas de chose, cette idée qu'il y aurait des mots qu'on ne peut pas prononcer ou qu'on ne peut pas écrire. En revanche, c'est vrai que les hiéroglyphes sont souvent choisis puisqu'ils représentent quelque chose. Ils peuvent être utilisés donc pour leur valeur phonétique et puis c'est tout. Mais parfois, lorsqu'ils ont plusieurs options, parce que ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que pour retranscrire le même son, ils ont parfois le choix. Pour reproduire le N, le ne, soit ils peuvent écrire les vaguelettes d'eau, ou alors la couronne, l'une des couronnes du pharaon, qui écrit le mot ne. Et souvent, ce n'est pas anodin s'ils choisissent l'un ou l'autre, et le sens global de l'inscription va peut-être déterminer si on choisit plutôt d'utiliser la couronne, si on est dans un contexte d'inscription royale, par exemple. D'accord. Une autre question sur l'absence des voyelles. Comment est-ce qu'on peut savoir quels sons étaient entre les consonnes, puisqu'il peut y avoir plusieurs possibilités? Oui, bah c'est une très bonne question. Je ne suis pas rentré dans ce détail non plus, mais c'est... Alors, Champollion a réussi à lire les hiéroglyphes aussi parce qu'il maîtrisait parfaitement le copte. Le copte, c'est actuellement, et déjà à l'époque de Champollion, c'est la langue utilisée par les chrétiens d'Égypte pour leur liturgie, donc pour la messe et pour leurs textes religieux. Et il se trouve que c'est la dernière transformation de la langue parlée à l'époque des pharaons. Donc après, lorsque l'Égypte est envahie par des Grecs, puis par des Romains, les Égyptiens, dans leur vie quotidienne, continuent à parler l'égyptien, vraiment la langue qu'ils parlaient au quotidien. C'est seulement avec l'invasion arabe au 7e siècle de notre ère que progressivement l'arabe remplace l'égyptien traditionnel dans la vie quotidienne. Sauf dans la liturgie des chrétiens, donc ils n'utilisent pas l'arabe pour leur liturgie, ils utilisent la langue qu'ils utilisaient avant que l'Égypte soit arabisée. Et donc, ils ont maintenu le souvenir déformé, puisque la langue a continué d'évoluer quand même au fil des siècles, mais ils ont conservé le souvenir de ces mots vocalisés, donc avec des accentuations, des voyelles entre les consonnes. Donc, on peut imaginer que c'était plutôt tel type de voyelle dans ce mot qu'on retrouve en copte et en égyptien ancien. D'accord. Ensuite, une question concernant la pierre de Rosette. Si elle n'avait pas été découverte ou si elle ne comprenait que des hiéroglyphes et du grec ou du démotique, enfin, Oui, de toute façon, c'est les... soit l'un, soit l'autre. Voilà, quelles en auraient été les conséquences, selon toi? Alors, les conséquences, elles auraient été... ça aurait repoussé un petit peu de quelques années le déchiffrement des hiéroglyphes, quelques dizaines d'années peut-être. La pierre de Rosette n'est pas le seul document qu'a utilisé Champollion pour déchiffrer les hiéroglyphes. Heureusement, il y a quelques autres monuments comparables avec des textes traduits qui affichent sur le même monument des textes en grec et en égyptien, puisque donc c'était une administration bilingue, la religion était en égyptien, le peuple parlait en égyptien, mais l'administration était en grec. Donc il y a plusieurs exemples de textes bilingues, et donc Champollion avait plusieurs exemples à disposition qui ont pu confirmer justement toutes ces intuitions. Et voilà, donc on aurait fini
par y arriver. On a réussi ça grâce à la pierre de Rosette, qui est un exemple très clair et très lisible. D'autres exemples à disposition de Champollion et la grande habileté de Champollion pour les langues. Il maîtrisait énormément de langues anciennes et différents types d'écriture. Et donc, c'est la conjonction de tout ça qui a fait qu'en 1822, ça s'est passé. Sinon, ça se serait passé, mais ça aurait pris plus de temps. Et une dernière question, si j'en ai pas raté d'autres, concernant la ponctuation. Est-ce que la ponctuation existe? Excellente question aussi. Globalement, non, il n'y a pas de ponctuation. Ils ne séparent pas leurs mots, ils ne séparent pas leurs phrases. Donc, globalement, la réponse est non. Dans les inscriptions en hiéroglyphes, vous ne verrez pas de ponctuation. Il n'y a pas un signe qui serait en fait une ponctuation. C'est seulement dans les textes littéraires en hiératique, donc cette écriture cursive sur papyrus ou sur ostraca, dont j'ai parlé au début. De temps en temps, il y a des textes où l'on voit des gros points noirs entre des signes qui séparent des unités de sens, un peu comme des phrases. Et en général, ça fait une phrase, un point, une phrase, un point, une phrase, un point. Et on se rend compte, a priori, ces signes sont utilisés dans des textes donc littéraires. Et de ce qu'on en devine, c'était sans doute pour marquer une forme de versification ou de scansion. C'est-à-dire que ça fait une phrase qui devait avoir un rythme poétique, un point. Un rythme poétique, un point. Donc c'était une aide à la lecture plutôt pour la récitation. Voilà. Mais c'est la seule forme de ponctuation où on a un signe qui ne représente rien, qui n'a pas d'équivalent figuré, mais qui est un signe diacritique qui est là pour interrompre voilà, la lecture à la suite. Bon, encore 2 questions, parce qu'en fait, il y en a d'autres. Il y a pas mal de questions. Est-ce que seuls les pharaons ont leur cartouche ou est-ce que les dieux peuvent aussi avoir leur cartouche? Alors, le cartouche, il est pour les pharaons, pour les reines, les épouses royales ont leur nom dans un cartouche. À une certaine époque, les princesses aussi ont leur nom dans un cartouche. Et normalement, ça s'arrête là. Pas les mortels, enfin pas le commun des mortels, et pas les dieux. Il y a 2 exceptions. Le dieu Aton, qui a été promu comme dieu principal par le pharaon Akhenaton. Et sous le règne d'Akhenaton, toute la politique d'Akhenaton, c'était de vraiment fusionner au maximum la personne du roi et la personne du dieu. Et donc, le roi est devenu un dieu vraiment à proprement parler à ce moment-là. Et en même temps, ça voulait dire que le dieu régnait vraiment sur Terre en même temps. Donc, le nom d'Aton, lui, est inscrit dans un cartouche. Et à la fin de la civilisation pharaonique, lorsque l'institution royale battait de l'aile, le pharaon n'était plus le souverain omnipotent qu'il a été pendant toute la civilisation. À ce moment-là, le dieu Osiris, notamment, qui devient le dieu le plus prisé des Égyptiens et qui est censé avoir régné sur Terre à l'époque des ancêtres, à l'époque du mythe, à ce moment-là, le nom du dieu Osiris, qui devient l'exemple type du bon roi, son nom aussi est inscrit dans un cartouche. Mais c'est vraiment 2 exceptions. Quand vous voyez un nom dans un cartouche, c'est un nom de roi ou de reine ou de princesse. Allez, une dernière question. L'absence de voyelles pour les hiéroglyphes est-elle non, l'absence de voyelles en hébreu est-elle une continuité du hiéroglyphe? Et en arabe aussi, du coup. Et en arabe aussi. Alors, on ne peut pas dire que c'est une continuité parce que l'hébreu ne découle pas de la langue égyptienne et donc de l'écriture égyptienne. Ou alors, ça reste à démontrer, mais je ne pense pas. En revanche, la langue hébreu et la langue égyptienne et l'arabe ont des ancêtres communs. C'est-à-dire que ces 3 langues dérivent d'une même langue préhistorique, de même racine. Donc, ce n'est pas surprenant, effectivement, que ces civilisations qui sont finalement assez proches géographiquement, culturellement, et qui ont des langues proches, aient eu recours au même système où ils n'ont pas estimé nécessaire
d'inscrire les voyelles. On te demande aussi si tu as écrit des ouvrages sur l'écriture des hiéroglyphes. Non, pas encore, mais s'il y a un plébiscite, je le ferai. Mais vous pouvez en trouver d'excellents sur le marché par d'autres très bons égyptologues. Et alors peut-être une toute dernière question. L'absence absence de voyelles, absence de ponctuation donc, pour les hiéroglyphes, est-ce que ça implique également une absence de grammaire? Ah, pas du tout. La grammaire égyptienne existe. Elle nous semble extrêmement compliquée parce que c'est pas donc l'égyptien n'est pas une langue romane, n'est pas une langue indo-européenne, qui sont les langues indo-européennes comme le grec, le sanskrit, le latin, et voilà. C'est une langue donc qu'on dit chamito-sémitique, donc mêlée de racines africaines et de langues proche-orientales, donc comme l'hébreu et l'arabe. Et donc il y a quand même une grammaire très, très rigoureuse, très, très construite, qui permet de formuler des phrases, des textes exactement comme notre langue. C'est vraiment les hiéroglyphes ne sont qu'une façon d'écrire la langue, mais la langue elle-même elle est structurée. Et donc les hiéroglyphes permettent et le hiératique qui en découle permettent d'écrire tout type d'informations structurées par une grammaire, et donc ça comprend la littérature, des prières, des rituels religieux, des lettres, des contes de comptabilité et tout ça. Et tout ça est régi par une grammaire vraiment très, très stricte. Il y a encore des questions, mais on va s'arrêter là, je pense. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à tous. Merci à tous, oui.